Une femme a été assassinée. Les policiers en sont convaincus même si les apparences sont trompeuses. Mais ils doivent d'abord découvrir de qui il s'agit et qui est le meurtrier. Une femme reçoit des cartes de souhait de son père, mais cela ne la rend guère heureuse, car elle soupçonne qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Pour découvrir la vérité, les détectives suivront une piste au cœur d'un dédale de mensonges. Un meurtre bâclé et un coup du destin donnent un aperçu aux enquêteurs du plan élaboré par un tueur. Mais pour le faire condamner, ils devront obtenir sa collaboration. Prendre une vie. Certains meurtriers prennent cette expression au sens littéral. Après avoir tué, ils cachent leur crime en poursuivant leur existence sous une fausse identité. Détroit compte plus d'1 million d'habitants. C'est la ville la plus importante et la plus violente de l'État du Michigan. Comme toute région métropolitaine de cette envergure, le taux de criminalité y est plus élevé que dans les régions rurales. Le 4 mai 1994, Betty Cole se rendit au poste du service de police de Détroit pour signaler la disparition de sa sœur Annie, 32 ans. Cette dernière était sortie faire une course avec son amie Mo Jones quelques heures plus tôt et elle n'était pas rentrée. On lui annonça qu'il fallait attendre 24 heures avant d'entamer les recherches. Contrariée, elle rentra chez elle en espérant que sa sœur reviendrait bientôt. Le lendemain matin, les policiers furent dépêchés à un entrepôt suite à un appel anonyme au service d'urgence. Sur les lieux, ils aperçurent Betty Cole à l'extérieur, accompagnée de membres de sa famille. Betty avait elle aussi reçu un appel anonyme d'un homme l'avertissant qu'elle trouverait sa sœur dans l'entrepôt. Les policiers entrèrent dans le bâtiment. Au bout d'un long couloir, ils trouvèrent le corps sans vie d'une jeune femme. Elle avait reçu 3 projectiles à la tête. Les policiers retournèrent à l'extérieur pour demander à Betty d'identifier la victime. En voyant la jeune femme, elle éclata en sanglots. Il s'agissait bien d'Annie Cole, sa sœur. Le sergent Patrick Enahan du service de police de Détroit commença l'enquête en tentant de retrouver la dernière personne à avoir été en compagnie d'Annie Cole, Mo Jones. Nous n'avons rien pu trouver sur Mo Jones. Nous avons examiné tous les dossiers d'arrestation, les relevés du bureau des narcotiques et les autres documents du genre. Il n'y avait rien. Pendant que les recherches entourant le mystérieux Mo Jones se poursuivaient, les enquêteurs tentèrent d'en apprendre un peu sur Annie Cole, la victime. Ces empreintes, qui avaient été recueillies sur la scène du crime, furent introduites dans la base de données de la police. Malheureusement, il n'y avait aucune empreinte identique. Apparemment, Annie Cole n'avait jamais eu de démêlé avec la justice. Le détective Enahan était incapable de retrouver son petit ami. Quelques jours plus tard, il décida de demander l'aide de Betty Cole, mais il constata qu'elle avait disparu. J'ai à nouveau tenté de communiquer avec elle après le week-end, mais sans succès. C'était comme si elle avait été soudainement rayée de la surface de la planète. Il y avait plusieurs pistes à suivre. Enahan fit appel au détective Monica Childs du service des homicides.
dès le début de son enquête, elle trouva des contradictions troublantes. Étrangement, les empreintes de la victime ne faisaient pas partie de la base de données de la police, mais en vérifiant les dossiers, elle constata qu'Annie Cole avait un lourd passé judiciaire. De fait, il y avait un mandat d'arrestation à son endroit pour violation de conditions de libération provisoire. Les experts tentaient de faire la lumière sur ces informations contradictoires. Ils comparèrent les empreintes recueillies sur la scène du crime à celles du dossier criminel d'Annie Cole. Elles n'étaient pas les mêmes. Annie Cole n'était par conséquent pas la personne dont on avait trouvé la dépouille dans l'entrepôt. Il y avait bien sûr plusieurs personnes du nom d'Annie Cole dans la région métropolitaine de Détroit, sauf que la victime trouvée dans l'entrepôt et la criminelle des dossiers de la police partageaient la même adresse. Les policiers se rendirent à l'entreprise de pompes funèbres où l'on conservait le corps de la victime. Le directeur de la maison leur apprit que Betty Cole était venue 4 jours plus tôt et qu'elle avait demandé que sa sœur soit incinérée dans les plus brefs délais. Elle avait insisté pour qu'il n'y ait pas de service funéraire. L'incinération était prévue pour le lendemain. Pour la détective Monica Childs, ces dispositions n'avaient aucun sens. En raison de l'âge de la victime et du fait qu'elle était noire comme moi, sa façon d'agir n'était pas conforme à notre culture. Nous demandons toujours un service funéraire. En l'absence du corps, il y a un service commémoratif. Même quand on choisit de faire incinérer la dépouille, il y a un service funéraire. J'ai trouvé que c'était plutôt bizarre. Pour tirer les choses au clair, les policiers devaient retrouver Betty Cole, la femme qui avait déclaré être la sœur de la victime. À l'adresse qu'elle avait donnée, les enquêteurs rencontrèrent un homme du nom de James Shaver. Il disait être le frère d'Annie Cole. Il déclara qu'il était impossible que sa sœur ait été tuée la semaine précédente, puisqu'il l'avait vue la veille, au moment où elle partait en voyage au Mississippi. De plus, il n'avait jamais entendu parler de Betty Cole. Il accepta d'accompagner les policiers à l'entreprise de pompes funèbres pour identifier le corps. Shaver ne connaissait absolument pas la femme dont le corps était gardé au salon. Ce n'était pas Annie. Pour l'identifier, les policiers examinèrent ensuite les dossiers des personnes disparues depuis peu. L'une d'entre elles correspondait à la description de la victime. Queenetta et Roy Sproul avaient signalé la disparition de leur nièce de 28 ans, Stella, le 4 mai, soit la veille de la découverte du corps. Les collègues de travail de Stella avaient appelé les Sproul car ils la cherchaient. Stella était partie manger le midi et devait rencontrer quelqu'un. Elle n'avait cependant pas mentionné de nom. Elle était en parfaite forme. Ses camarades commencèrent à s'inquiéter quand ils constatèrent qu'elle ne revenait pas. Le jour suivant la disparition de Stella, le commis d'un magasin appela les Sproul, car il était aussi à la recherche de leur nièce. Stella venait de faire une demande de carte de crédit et il devait vérifier certaines informations sur son formulaire de demande. Les Sproul ne pouvaient pas imaginer que leur nièce Stella ait pu ainsi disparaître sans leur laisser un mot. Selon ce que nous avons appris de la famille de Stella Sproul, c'était une jeune femme croyante et une amie loyale. C'était tout simplement une honnête personne. Les policiers demandèrent aux Sproul d'identifier le corps de la victime qui se trouvait maintenant au bureau du médecin légiste. C'était bien leur nièce Stella.
Maintenant, les détectives devaient découvrir qui l'avait tuée et pourquoi. Ils appelèrent au magasin où elle avait vraisemblablement rempli une demande de carte de crédit. Une caméra de surveillance avait filmé la scène. Les détectives reconnurent immédiatement la femme sur le ruban magnétoscopique. Ce n'était pas Stella Sproul, mais plutôt la personne qui avait déclaré être Betty Cole, la sœur de la victime sur la scène du crime. On pouvait clairement la reconnaître sur l'enregistrement au moment où elle se faisait passer pour Stella Sproul. Les enquêteurs avaient la conviction que la femme qu'ils voyaient sur le ruban était en fait la vraie Annie Cole. Ils devaient maintenant découvrir quelle était sa relation avec la victime. Ils se rendirent au lieu de travail de Stella pour y chercher des réponses. Les employés n'eurent aucun mal à reconnaître la femme de l'enregistrement vidéo. Elle avait déjà travaillé avec eux et Stella était son amie. Il s'agissait bien d'Annie Cole. Annie Cole était sans doute impliquée dans le meurtre de Stella Sproul. Mais encore fallait-il le prouver. Les policiers se tournèrent vers la famille de la suspecte pour en savoir plus à son sujet. Le frère d'Annie et une de ses filles furent convoqués au poste. Ils pourraient peut-être identifier la voix de l'homme qui avait appelé au service d'urgence. C'était cet appel qui avait conduit les policiers à l'entrepôt où ils avaient fait la macabre découverte. James Shaver ne put identifier la voix, mais la fille d'Annie, elle, crut la reconnaître. En écoutant une copie de l'enregistrement du service d'urgence, sa fille a dit « C'est mon cousin, Leander ». Leander Foster, le neveu de 17 ans d'Annie Cole, fut convoqué au poste pour subir un interrogatoire. Les policiers le reconnurent. Il était en compagnie de la pseudo-Betty Cole lors de la découverte du corps à l'entrepôt. Foster n'avait pas d'antécédents judiciaires ni d'expérience avec la police. Sous la pression de l'interrogatoire, il passa aux aveux. Sa tante, Annie, lui avait promis à lui et à son meilleur ami la somme de $5 000 chacun pour tuer Stella Sproul. Le jour précédant le meurtre, Annie rencontra Stella dans un stationnement. À proximité, Leander et son complice observaient leur future victime. Le lendemain, quand Stella arriva pour manger avec Annie, Leander et son complice l'attendaient. Ils l'enlevèrent à la pointe de leur arme, la forcèrent à monter à bord de leur voiture et la conduisirent à l'entrepôt abandonné. Selon Foster, c'est là qu'il tira à 3 reprises sur elle avec le Smith & Wesson de calibre 22 qu'Annie lui avait donné pour faire le travail. Il vida ensuite son sac à main et remit les cartes d'identité de Stella à Annie. Le lendemain, après que Betty Cole eut signalé la disparition de la fausse Annie Cole, Leander appela la police pour signaler la présence d'un cadavre. Il ignorait ce qui était advenu de l'arme du crime. Le 11 mai 1994, une semaine après le meurtre de Stella Sproul, les policiers retrouvèrent la trace d'Annie Cole chez une parente à Indianola, au Mississippi. Elle fut arrêtée et ramenée à Détroit pour subir un interrogatoire. Les policiers connaissaient déjà le mobile de son crime. Annie Cole était une arnaqueuse professionnelle. Il y avait des mandats d'arrestation contre elle. Elle ne voulait pas retourner en prison.
En nous basant sur les interrogatoires de ses complices et des témoins, nous en avons déduit qu'elle avait décidé d'endosser l'identité de quelqu'un d'autre. Elle souhaitait disparaître tout en continuant de vivre heureuse pour le restant de ses jours. Pour simuler sa mort, Annie devait trouver une victime. Elle ne savait pas encore qui. C'est la victime qui l'a trouvée. Stella Sproul avait appelé son ancienne collègue de travail pour l'inviter à une démonstration de maquillage. Annie déclina son invitation, mais elle comprit au même moment que l'honnête Stella Sproul serait la victime idéale. Annie Cole fut accusée de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie. Leander Foster a également été condamné à la prison à vie. Quant à son complice, il a plaidé coupable d'homicide involontaire et a été condamné à 15 ans de prison. Certaines personnes tuent pour effacer leur mauvaise réputation, d'autres sont simplement motivées par l'appât du gain. Bonner County, en Idaho, est délimité à l'ouest par l'État de Washington et à l'est par le Montana. En 1994, ce comté se retrouva au cœur d'un mystère. À la fin du mois de février, Shelley Kepley se rendit au bureau du shérif de Bonner County. Elle était venue par avion de Reno, au Nevada, pour rendre visite à son père, Paul Gruber, qui vivait dans la région. Elle craignait que quelque chose de grave ne lui soit arrivé. Elle avait vu son père pour la dernière fois quand il lui avait rendu visite à Reno pour les fêtes de fin d'année. Il avait 54 ans. Il avait fait de bons investissements et sa situation financière était excellente. Il avait récemment pris sa retraite de l'enseignement. Il vivait en Idaho depuis environ 6 mois et semblait heureux. Mais au cours du mois précédent, Shelley et son fils avaient reçu de lui de nombreuses cartes de souhait et de l'argent liquide. Ce qui était étrange, c'était que sa signature sur les cartes était différente de son écriture habituelle. Elle l'avait appelé à de nombreuses reprises, mais sans succès. S'il avait décidé de partir en voyage, il l'en aurait informé. Shelley craignait que quelqu'un n'ait usurpé l'identité de son père et elle ne savait pas à qui s'adresser. Les enquêteurs envoyèrent les documents au service judiciaire de l'Idaho, où des experts comparèrent les échantillons d'écriture connus de Gruber à la signature sur les cartes de souhait. Malheureusement, les échantillons étaient trop rares pour que les experts puissent émettre une conclusion formelle. Il n'était pas impossible que Paul Gruber ait signé ces cartes. Avec la permission de Shelley, les détectives entreprirent une fouille de la maison de Gruber. Les meubles avaient été recouverts de pellicules de plastique, ce qui pouvait indiquer qu'il était parti pour une assez longue période. Les détectives constatèrent rapidement que de nombreux objets de la liste n'étaient plus là. De plus, ce n'était pas le genre d'objet qu'on apporte quand on part en voyage. Personne n'avait eu de nouvelles de Paul Gruber depuis un moment et pourtant, il y avait encore des transactions qui apparaissaient dans son compte bancaire. En examinant les relevés financiers que la banque avait remis aux policiers, le lieutenant Harvey Thompson remarqua un détail étrange. Paul Gruber réglait le paiement hypothécaire d'un autre individu. Compte tenu des déclarations de Shelley à propos de son père, ces versements étaient nettement suspects. Shelley Kepley, la fille de M. Gruber, nous a dit qu'il n'avait jamais laissé entendre qu'il payait l'hypothèque de quelqu'un d'autre et qu'il prêtait son auto. Ce qui lui appartenait était à lui. Darrell Kuhl, l'homme dont l'hypothèque était payée par Gruber, fut conduit au poste pour un interrogatoire. Il déclara qu'il était entrepreneur et qu'il avait fait de nombreux travaux dans la maison de Gruber.
Il venait tout juste de mettre sur pied une entreprise de systèmes de sécurité pour résidences et Paul Gruber avait accepté d'investir dans sa société. Plutôt que de lui verser un montant en argent liquide, les deux hommes avaient convenu que Gruber paierait son hypothèque. Cet arrangement était pour le moins inhabituel. Pour s'assurer qu'il parlait bien de la même personne, les policiers montrèrent à Kuehl une photo du père de Shelley Kepley. L'entrepreneur ne reconnut pas son visage. Ce n'était pas l'homme qu'il connaissait. Il semblait bien qu'un individu tentait de se faire passer pour Paul Gruber. Alors que les recherches pour retrouver Paul Gruber et celui qui avait usurpé son identité s'intensifiaient, les enquêteurs obtinrent une nouvelle piste. Le directeur du bureau de poste, qui avait entendu parler de la disparition de Gruber, informa les policiers que quelqu'un prenait son courrier dans sa boîte postale. Il leur remit l'enregistrement de la caméra de sécurité située près de la boîte postale en question. On pouvait y voir 3 hommes à différents moments. L'un d'eux était de profil et l'image était sombre, mais son visage rappelait étrangement quelqu'un. Un des hommes qui se trouvait devant la boîte postale de M. Gruber au cours de cette période de temps était Darrell Kuehl. Le témoin des enquêteurs était tout à coup devenu leur principal suspect. Même si l'image vidéo manquait de netteté, elle suffit aux enquêteurs pour obtenir un mandat de perquisition de la propriété de Kuehl. Chez lui, ils trouvèrent quantité d'outils, du matériel électronique et d'autres articles qui correspondaient à ceux qui avaient disparu de chez Paul Gruber. Darrell Kuehl insista sur le fait qu'ils lui appartenaient tous. Tout portait à croire que Kuehl avait tué Gruber, puis pris son identité pour toucher son argent. Mais rien encore n'appuyait une accusation éventuelle de meurtre. Je disposais de suffisamment de preuves pour l'arrêter et le faire inculper de vol et de contrefaçon. Mais je n'avais pas le corps. Je ne pouvais pas prouver qu'il était arrivé quelque chose à M. Gruber. Peut-être qu'un détail avait échappé à l'attention des policiers. Thompson fit fouiller la maison de Gruber de nouveau. Un des experts trouva alors comme un renfoncement dans l'espace où se trouvait un coffre-fort. Une équipe d'excavation se mit à creuser sous la propriété. Après quelques heures, ils n'avaient toujours rien trouvé. Puis, à environ 60 cm de profondeur, une odeur très forte de décomposition s'éleva du trou. Des policiers du nord de l'Idaho étaient sur le point de résoudre l'enquête entourant la mystérieuse disparition de Paul Gruber, 54 ans. En creusant sous la cave de sa maison, ils avaient découvert ce qu'ils croyaient être son corps. À environ 75 cm de profondeur, sous la maison, nous avons trouvé un sac à ordures blanc. Nous l'avons sorti et constaté qu'il contenait de nombreuses paires de lunettes et un étui. Il s'en échappait une forte odeur de cadavre en décomposition. 17 mois après que sa fille ait signalé sa disparition, on avait enfin trouvé le corps de Paul Gruber, enveloppé dans un matelas pneumatique et enterré sous sa propre maison. Il avait été tué de 6 projectiles. Paul Gruber avait sans doute été tué par quelqu'un qui voulait lui voler son identité pour avoir accès à sa fortune. Les enquêteurs étaient persuadés que cet individu était Darrell Kuehl. Maintenant, ils devaient en faire la preuve. La meilleure façon de prouver son implication était de démontrer qu'il avait organisé cette duperie. Les cartes de souhait envoyées à la fille de Gruber furent remises aux experts du laboratoire pour une analyse génétique.
Les experts retirèrent les timbres-poste des enveloppes en espérant découvrir qui les avait postées par une analyse de l'ADN. Carla Finis du laboratoire judiciaire de l'Idaho croyait cependant qu'il était pratiquement impossible de trouver des échantillons d'ADN en quantité suffisante pour obtenir des résultats concluants. Quand on travaille à partir d'une enveloppe ou d'un timbre, le matériel cellulaire provient de la salive, de la bouche et de la langue de l'individu qui a léché l'envers du timbre ou la partie gommée de l'enveloppe. On peut facilement comprendre qu'il contiendra moins d'ADN qu'un échantillon sanguin normal. Les experts parvinrent tout de même à extraire une infime quantité de salive. Il y en avait assez pour obtenir le code génétique. Il fallait ensuite disposer d'un élément de comparaison. Malgré le fait qu'il proclamait son innocence, Darrell Kuehl fut arrêté sur présomption du meurtre de Paul Gruber. Une fois en détention, les policiers ne perdirent pas une seconde pour prélever un échantillon de son sang et l'envoyer au laboratoire. Les experts obtinrent le code génétique de Darrell Kuehl. Les résultats furent ensuite comparés au profil obtenu grâce au timbre-poste. La conclusion était sans équivoque. Darrell Kuehl avait léché ses timbres. Les policiers venaient de conclure leur enquête. En fouillant son passé, les policiers découvrirent que Kuehl n'en était pas à son premier crime. Son employeur, le retraité Paul Gruber, lui a semblé être une cible facile. Gruber a cependant compris qu'il devait éviter d'investir dans les affaires douteuses de Kuehl. C'est alors que ce dernier a mis au point un autre plan pour obtenir son argent. Il deviendrait Paul Gruber. Darrell Kuehl a été trouvé coupable de meurtre au premier degré, de vol et de contrefaçon. Il a été condamné à une peine de 25 ans d'emprisonnement pour ce meurtre et à 25 autres années pour le vol. C'est grâce à l'intuition de la fille de Gruber que ce criminel a été démasqué. Il arrive que certains prédateurs profitent de la vulnérabilité et de l'isolement de leurs victimes pour mettre à exécution leurs sombres desseins. Le 15 août 1997, des policiers de Milford, au Delaware, furent dépêchés à la maison de Thomas Wayne Jones, 56 ans. En arrivant chez lui, son infirmière avait remarqué des traces de sang au sol. La maison avait été vandalisée. Des pièces de monnaie de collection ainsi que plusieurs relevés financiers manquaient. Son employeur, qui ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant, avait aussi disparu. Les policiers examinèrent les environs à la recherche d'indices. Un agent suivit des traces de pneus qui disparaissaient dans un champ. Elles le conduisirent à 450 mètres de la maison et directement au corps de Thomas Wayne Jones. Il avait reçu un projectile à la nuque, mais était encore en vie. On envoya immédiatement des ambulanciers sur place. Cet entrepreneur fortuné était dans un état critique, mais il était encore conscient. Il donna à la police le nom de son assaillant, un ami de longue date qui s'appelait George Calomeris. Jones déclara qu'après avoir fait feu sur lui, Calomeris l'avait mis à bord de son pick-up blanc et l'avait abandonné dans le champ. On émit un mandat d'arrestation au nom de Calomeris. Calomeris vivait à Silver Spring, dans le Maryland, de l'autre côté de la frontière.
On demanda donc aux agents du service de police de Montgomery County d'aller chercher le suspect qui avait fait feu sur Thomas Wayne Jones. Quand ils arrivèrent chez lui, il n'était pas là. Sa femme, Noreen, déclara qu'elle ne l'avait pas vu depuis quelques jours. Elle accepta de téléphoner à la police dès qu'elle aurait de ses nouvelles. Les policiers doutaient que la femme de Caloméris le dénoncerait. Mais quelques heures plus tard, le détective Terry Ryan de Montgomery County reçut un appel. Quand Mme Caloméris a eu des nouvelles de son mari, elle en a avisé la police. Il se cachait dans un secteur boisé près de la maison. Il l'a appelée pour qu'elle lui fournisse de l'argent et des vêtements. Madame Caloméris déclara aux policiers que son mari était en route vers un magasin où il devait s'approvisionner. Quand il en sortit, les policiers l'attendaient. Ils s'approchèrent de lui et procédèrent à son arrestation. On le conduisit au centre de détention du Maryland pour la tentative de meurtre de Thomas Wayne Jones. Caloméris reconnut être l'ami de Jones. Il était revenu récemment dans cette région après avoir passé quelque temps en Caroline du Nord. Le matin même, il avait rendu visite à Jones. Il nia avec véhémence être impliqué dans cette attaque. Les enquêteurs soupçonnaient Caloméris de mentir, mais il ne disposait d'aucun mobile du crime ni d'indices solides qui le relieraient à ce meurtre. Jones avait présumément été transporté dans le pick-up de son ami. Les policiers se mirent donc à la recherche du véhicule pour recueillir des micro-indices. Quelques mois s'étaient écoulés et ils ne l'avaient toujours pas retrouvé. Puis, ils obtinrent une piste. Un appel anonyme leur apprit que la camionnette était garée devant un atelier d'usinage dans la ville voisine de Dickerson, au Maryland. Cet atelier appartenait à un autre ami de Caloméris. En arrivant sur les lieux, les policiers constatèrent que la camionnette n'était pas là. Le propriétaire de l'atelier déclara n'avoir jamais vu cette camionnette, mais il reconnut connaître George Caloméris. En suivant cette piste, le détective pensa avoir perdu son temps, mais il remarqua alors une pile de lettres. Le nom du destinataire ressemblait étrangement à celui de la victime du Delaware. Plusieurs lettres provenant d'une banque de la Caroline étaient adressées à un certain Gary Wayne Thomas. Ce nom ressemblait à celui de la victime du Delaware, Thomas Wayne Jones. Nous en avons conclu que c'était peut-être un faux nom que Caloméris utilisait. Le propriétaire de l'atelier déclara qu'il ignorait qui était Gary Wayne Thomas. Le courrier arrivait et George Caloméris venait le prendre. Depuis que ce dernier était en détention en attendant son transfert pour le Delaware, sa femme venait chercher les lettres pour lui. Le détective Joe Mondano n'était pas certain que ces lettres avaient un lien avec la fusillade de Thomas Wayne Jones. Il appela donc la banque pour vérifier qu'un de leurs clients s'appelait bien Gary Wayne Thomas. Ils m'ont affirmé que oui. Je leur ai ensuite demandé de me le décrire. Je m'attendais à ce qu'ils me donnent la description de Caloméris, mais c'était complètement différent. Je leur ai ensuite demandé à quand remontait la dernière fois qu'ils l'avaient vu. On m'a répondu que c'était à l'été de 1996. C'était plus d'un an plus tôt. Selon les relevés bancaires, Gary Wayne Thomas valait plusieurs millions de dollars.
On ne l'avait pas vu depuis plus d'1 an. Les policiers tentaient de comprendre cette énigme quand ils apprirent que Thomas Wayne Jones était mort des suites de son agression. Les détectives devraient maintenant se concentrer sur le principal suspect de ce meurtre, George Calomiris. Les policiers cherchaient à prouver l'implication de George Calomiris dans le meurtre de Thomas Wayne Jones au Delaware quand ils découvrirent un indice étrange. Calomiris recevait des lettres d'une banque de la Caroline au nom d'un certain Gary Wayne Thomas. Les autorités ignoraient quel était le lien entre cet individu et le suspect. Ils entrèrent en contact avec les autorités de la Caroline. On confia au détective Ricky Best du service de police de Greenville la tâche de suivre cette piste. Ils m'ont demandé de tenter de trouver ici à Greenville Gary Wayne Thomas. Ils enquêtaient sur un homicide et voulaient savoir si cet individu existait réellement. Le détective Best commença par s'adresser à la gérante de la banque de Gary Wayne Thomas. Cette dernière lui confirma que l'identité de Thomas était bien réelle et qu'il vivait des rentes d'un fonds d'une valeur d'1 million de dollars. Son compte bancaire était toujours actif et des retraits étaient effectués régulièrement. Mais au cours de la dernière année, il ne communiquait plus avec la banque que par courrier et plus rarement par téléphone. Les policiers de Greenville retracèrent sa famille. Le père de Gary avait bel et bien mis sur pied un fonds spécial pour lui. Gary était un jeune homme troublé en proie à des problèmes de drogue et d'alcool. Il s'inquiétait du bien-être de son fils et il avait demandé à l'avocat de la famille de mettre sur pied ce fonds. Il espérait ainsi limiter le montant d'argent auquel Gary aurait accès pour s'acheter de la drogue et de l'alcool. Cet arrangement avait causé des frictions entre Gary et son père et il avait coupé tout contact depuis. Il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis plus d'1 an. Quel était donc le rôle de George Calomiris dans cette curieuse affaire? Les policiers devaient retrouver Thomas. Ils rencontrèrent la concierge de son appartement à sa dernière adresse connue. Elle nous a dit que Gary Wayne Thomas avait disparu vers le mois de juin ou au début de juillet 1996. Elle avait d'ailleurs trouvé étrange qu'il laisse toutes ses affaires dans l'appartement. Mais un de ses amis, George Calomiris, lui avait dit que Gary était parti vivre au Maryland. Il y avait donc un lien entre George Calomiris et Gary Wayne Thomas. Ils avaient vécu dans le même immeuble en Caroline et ils étaient amis. Maintenant, Gary Wayne Thomas avait disparu. L'information fut relayée aux détectives du Maryland. Les policiers craignaient que Gary Wayne Thomas n'ait connu le même sort que Thomas Wayne Jones au Delaware, c'est-à-dire qu'il ait été assassiné par quelqu'un qui voulait avoir accès à sa fortune. Mais pour le moment, ce n'était que pure spéculation. Fait étrange, des retraits étaient toujours effectués du compte de Thomas à Silver Spring, dans le Maryland. Mais ce ne pouvait pas être Calomiris qui les faisait puisqu'il était en détention. Nous avons demandé aux responsables de la banque de laisser le compte ouvert. Nous voulions que des retraits soient effectués pour que nous puissions en suivre la trace.
Grâce au code, nous avons constaté que l'argent était retiré dans le Maryland. Nous avons obtenu l'enregistrement vidéo. En le visionnant, nous avons constaté que c'était Noreen Calomeris, la femme de George. Noreen, qui avait coopéré avec la police depuis le début de l'enquête, fut arrêtée pour fraude et blanchiment d'argent. Au cours d'une fouille de la maison de Calomeris, les policiers trouvèrent la carte de guichet de Gary Wayne Thomas, ainsi que des lettres apostées soi-disant signées de sa main et dans lesquelles il demandait à la banque d'augmenter son allocation mensuelle. Noreen déclara aux policiers que suite à l'arrestation de son mari, leur ami à l'atelier d'usinage avait commencé à leur apporter le courrier de Thomas. Cela incluait des relevés bancaires, la carte de guichet ainsi qu'un carnet de chèques. Son mari lui avait dit que Thomas leur avait donné la permission d'en faire usage. Noreen n'avait pas revu Thomas et ne lui avait pas parlé depuis son départ de la Caroline avec George quelques mois plus tôt. Les policiers fouillèrent la cellule de George Calomeris. Ils lui confisquèrent de nombreuses lettres dactylographiées prêtes à être envoyées à la banque de la Caroline et signées par Gary Wayne Thomas. Comme le suspect avait utilisé les services postaux pour perpétrer ses crimes, les indices furent envoyés au laboratoire judiciaire du service des postes à New York. John Schatz, le directeur du service judiciaire, compara les documents manuscrits trouvés dans la maison de Calomeris et ceux de sa cellule à des échantillons connus de Gary Wayne Thomas. We know that we never write exactly the same way. If we have writings that is exactly the same, it's usually Nous n'écrivons jamais exactement de la même manière. trace forgery or another type of Lorsque c'est le cas, on peut présumer qu'il y a eu contrefaçon, reproduction mécanique ou altération quelconque d'un document. we compare the idiosyncratic En movements. général, notre travail consiste à comparer l'idiosyncrasie, c'est-à-dire les mouvements caractéristiques, et déterminer s'ils ont été tracés par le même auteur. Determination if they're written by the same author. En plus de la forme et de l'inclinaison des lettres, les analystes examinent le degré de pression exercée sur la page et les endroits où le fraudeur s'est arrêté avant de former avec attention ces lettres d'une certaine façon. Les interruptions dans le trait peuvent indiquer qu'il y a eu contrefaçon. When we made those comparisons, En effectuant ces comparaisons, nous avons déterminé que Calomeris était l'auteur des signatures de Gary Thomas sur ces lettres dactylographiées. Calomeris ne put nier les faits. Pour éviter la peine de mort, il avoua ses crimes. Il raconta aux enquêteurs qu'il était devenu l'ami de Gary Wayne Thomas, mais qu'il avait été rapidement jaloux de sa fortune. Il avait mis au point un plan pour toucher l'argent du fonds. En juillet 1996, Calomeris offrit à Thomas de lui montrer des plants de marijuana qu'il prétendait faire pousser dans un champ près de leur immeuble. Une fois sur les lieux, il le tua avec une arme à feu. Il laissa son cadavre dans les bois et y retourna plus tard pour éparpiller ses restes afin qu'il ne soit jamais retrouvé. Les policiers mettraient presque 3 ans avant de se rendre compte du meurtre. Financièrement, ce crime avait été payant pour Calomeris, mais cela ne lui suffisait plus. Peu après être retourné au Maryland, il planifia un autre coup. Il tuerait son autre ami Thomas Wayne Jones et endosserait son identité pour toucher son argent. Le plan échoua puisque Jones survécut à ses blessures assez longtemps pour divulguer l'identité de son assaillant. Pour ces crimes, George Calomeris fut condamné à une peine de 395 ans d'emprisonnement pour fraude bancaire
en plus d'une peine d'emprisonnement à vie pour le meurtre de Thomas Wayne Jones et de 45 ans pour celui de Gary Wayne Thomas. Noreen Caloméris fut assignée à domicile pendant 6 mois pour blanchiment d'argent et fraude postale. Pour certains meurtriers, enlever la vie ne suffit pas. Ils s'approprient l'identité de leur victime. Le résultat, un mensonge difficile à maintenir. Plus le temps passe, plus les chances que leur secret soit étalé au grand jour augmentent. Le masque de leur fausse identité finit toujours par leur être retiré.